Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette première rencontre autour d'un verre. Bon, ce soir, on n'a pas trop de verre. Mais on tâchera pour les prochaines, effectivement, d'avoir ce qu'il faut. Et donc, bienvenue pour, effectivement, démarrer cette nouvelle année 2013. Et donc, je vous souhaite, au nom d'ADI et de tout le comité, tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Donc ce soir, on a décidé effectivement de démarrer l'année de façon un peu amusante. Donc on va vous présenter en fait, et on va parler en fait des serious games qui effectivement sont reviennent en force dans les entreprises en termes de méthodes d'apprentissage sur différents sujets. Donc eh bien, on a de présent Loïc Tournedoué, qui est directeur je vais me présenter après. Voilà. Donc, Loïc va se présenter, voilà, de la FAD, qui va nous faire effectivement toute une présentation autour de ce qu'est le serious game et qu'est-ce qu'il apporte au niveau de l'apprentissage. Et puis il y aura également donc, Jean Villedieu, voilà, du cabinet Daylight, qui lui nous fera une présentation de leur serious game autour de la gestion de projet. On va essayer également se présenter. Et puis moi-même, étant également consultant d'un cabinet de conseil en organisation des systèmes d'information, eh bien, on a également dans notre palette, puisqu'on a également organisation de formation, un serious game, et donc j'aurai également le plaisir de vous présenter ce serious game autour de la mise en place des processus SI. Je laisse la parole à Loïc pour qu'il puisse effectivement se présenter. Comme j'aurais le dos à la pendule, si tu peux me faire signer à peu près à la moitié, et puis après 5 minutes. Ouais. Donc d'abord, je remercie Adélie de m'avoir invité et Thomas, parce que c'est un sujet finalement qui, non seulement qui me passionne, mais qui est aussi un peu au cœur de mes activités aujourd'hui. Et un sujet sur lequel notamment j'ai en partie, enfin c'était pas le cœur de mon sujet, mais j'ai fait une thèse pro de master l'année dernière qui est disponible sur Internet. Donc tout ce que je vais vous présenter, vous aurez la présentation sur Internet, il y aura des compléments, parce qu'il y a tout un tas de liens pour aller voir des choses en plus, ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter des choses qui sont à 90% publiques. En fait, je vais pas... Après, il y a plein de choses que je pourrais vous présenter, mais qui sont, on va dire, confidentielles dans telle et telle société, donc c'est un peu mon intérêt, mais je vais en dire deux mots. Et puis, je vais faire une présentation assez, peut-être un peu décalée ou un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir. Donc, je vais vous montrer essentiellement des images, parce que quand on parle de jeux vidéo, en fait, on est beaucoup dans le monde des images. Vous ne présenterez pas beaucoup de texte, même si le document qui est là, vous aurez en mode PowerPoint avec tout un tas de textes en dessous, qui est un peu ce que je veux dire, et aussi des compléments avec des liens vers des sites, vers des thèses, vers des publications. Donc en fait, je vais finalement faire mon exposé en 3 temps. Le premier temps, je vais vous parler, finalement poser un peu le décor, parler du contexte, quelques définitions, un peu l'état de l'art. Ensuite, dans un deuxième temps, je vous présenterai tous les usages, les exemples d'utilisation. Et ensuite, dans un troisième temps, un peu plus court, je vous dirai un petit peu les tendances, ce vers quoi on va sur ce thème-là. Voilà, donc on va commencer par poser le décor. Alors aujourd'hui, finalement le jeu vidéo a 40 ans. On ne va pas dire que le serious game est né avec le jeu vidéo, parce que finalement le serious game c'est la détente, de tout temps on a joué en fait. On va y revenir, en fait je vais vous proposer une catégorisation. De tout temps on a joué, mais en fait effectivement avec l'arrivée de l'informatique, des microprocesseurs, des ordinateurs, des consoles de jeux, etc. Ça a un petit peu remis sur le devant de la scène et ça a un petit peu accéléré l'usage en entreprise, même si depuis longtemps on a des jeux de simulation d'entreprise, des business games, même de plateau en entreprise. Donc voilà, là je vous ai mis quelques chiffres, juste ça c'est les chiffres franco-français qui sont issus d'un syndicat national qui est reconnu par la profession, qui dit que voilà, aujourd'hui il y a quand même beaucoup de gens qui jouent dans leur vie personnelle. Non, parce qu'effectivement, je vais vous parler de choses qui sont à la croisée de 3 mondes, on va dire. Il y a le domaine personnel, le domaine professionnel et le domaine de l'information. Aujourd'hui, le jeu vidéo, comme finalement pas mal d'autres phénomènes, les réseaux sociaux, l'image, la vidéo, la photo, un peu à la croisée de ces 3 mondes. Effectivement, on va retrouver du jeu vidéo dans la vie quotidienne, mais dans les gens qui ont des enfants, des ados, etc. Là, on va retrouver un peu dans le domaine de l'entreprise, c'est ce dont on va parler, les serious games, mais on va retrouver dans le domaine de la formation. Donc, qu'on parle de jeu, c'est bien sérieux de jouer pour apprendre. En fait, pour moi, là c'est un peu une classification
j'ai faite moi, c'est bon, il y a plein de classifications académiques qu'on peut trouver sur la place publique. Depuis longtemps, il y a des jeux de stratégie, qui est une certaine forme d'apprentissage de la logique. Le jeu de Go, le jeu d'échecs, en fait, c'est les deux grandes écoles des jeux de stratégie. On a depuis un peu plus récent, de façon plus récente, des jeux ludo-éducatifs, qui soient des jeux plus de plateau comme le jeu de Scrap, qui est utilisé dans les écoles, qui est recommandé par l'éducation nationale, qui est utilisé dans les écoles primaires pour apprendre non seulement, pas seulement les mots, mais aussi la façon de compter, apprendre la stratégie de placement sur une grille. On a aussi en fait des jeux ludo-éducatifs sur l'informatique, mais il y a aussi des jeux, j'en parlerai celui-ci tout à l'heure, en fait, financés par l'éducation nationale, des jeux, on va dire, vidéo, viraux sur Facebook pour sensibiliser par exemple les enfants au monde de l'entreprise. On a un autre domaine qui est le domaine de la simulation, on va dire, effectivement. Depuis longtemps, il y a des simulateurs d'avion, il y a des simulateurs de camions pour apprendre à conduire un avion, une voiture, etc. de façon sans prendre de risques. C'est arrivé dans le domaine du grand public par les simulateurs, comme le Flight Simulator, que certains connaissent peut-être des années 80 sur Microsoft. Enfin, bon, il y a plein de simulateurs aujourd'hui sur les consoles de jeux. Et puis pour moi, il y a un quatrième domaine qui est un peu différent, c'est le serious game en fait. Donc c'est introduire évidemment des méthodes pédagogiques et du jeu en fait dans l'entreprise. Voilà. Bon, après on pourrait prendre tout un tas d'autres classifications. Donc en fait, quelques définitions, vous verrez dans ce que je vous donnerai, il y aura plein de définitions un peu académiques de chercheurs français, américains et autres. Là j'en ai pris juste une, en fait, pas tout à fait au hasard, parce qu'en fait, M. Zida, là, qui est un américain, qui est un peu fondateur d'un universitaire américain, qui a été l'un des premiers à poser une définition en 2002, la toute première fois. Vous verrez la citation que je vous ai mise, c'est 2005. En fait, il a défini ce qu'était le jeu vidéo en entreprise. En fait, pour lui, le jeu vidéo, c'est un mélange, on va dire, de logiciels, un peu d'artistique, parce qu'il y a des dessins, il y a une histoire, etc. Et il y a une histoire, avec finalement des équipes et des compétences différentes pour faire ça. Et si on y ajoute de la pédagogie, pour lui, en fait, c'est là, on va parler de service game. Donc en fait, après, il faut savoir qu'au niveau français, on est quand même on n'est pas les derniers sur ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de gens en France qui font des thèses assez sérieuses universitaires, même de recherche sur le sujet. Donc il y en a beaucoup. Il y a aussi des colloques, même au niveau français, sur le sujet, en fait, comme à Valenciennes une fois par an. Donc, il y a des gens assez connus comme Alvarez qui ont fait des thèses sur le sujet. En fait, et donc le jeu vidéo, le service game, là, pour aller plus au cœur du sujet, donc en fait, c'est un marché qui vient de fêter ses 10 ans, puisque finalement, le premier, on va dire, jeu d'ampleur gratuit disponible sur Internet, il a été fait par l'armée américaine en 2002, et téléchargé à des millions de fois. Qui a joué parmi vous à l'Amérique? Non? Oui? Moi aussi. Voilà. Donc voilà, c'est beaucoup, on va dire, un marché, une mode, une tendance qui est née aux États-Unis comme un peu souvent, mais qui est arrivée quand même de façon assez massive en France, puisque effectivement la France est aussi déjà un acteur majeur du domaine du jeu vidéo, comme vous savez peut-être, c'est même une vraie industrie en tant que telle. Et donc en France, ça a donné naissance à un véritable écosystème avec beaucoup de petites sociétés de start-up en fait, qui gravitent sur ce sujet-là, avec notamment même aussi un pôle de compétitivité qui lui est dédié, qui est à Lyon, et puis des salons même en France, comme le SJ Expo qui a lieu à Lyon tous les ans. Soit des salons plus, on va dire, commerciaux, on va retrouver les sociétés qui travaillent dans ce domaine avec des boîtes qui viennent témoigner sur le sujet, soit des colloques un peu plus académiques avec des chercheurs, des universitaires qui discutent sur tout ça, comme à Valenciennes une fois par an. Donc on va passer tout de suite, je vais vous présenter 3 types d'usages finalement, 3 grandes familles. La première c'est beaucoup d'entreprises, surtout les grosses d'abord en premier, enfin celles qui avaient les plus gros moyens, ont commencé en fait à investir le sujet pour soit informer, communiquer sur leur marque, sur leur entreprise, donner une image valorisante, neuve, nouvelle, innovante, soit pour éventuellement aller faire des campagnes de recrutement pour attirer les talents chez eux. On va en voir quelques-uns rapidement, je vous présente peut-être pas tout. Je vous présenterai plutôt les success stories. Et puis en fait après, on va parler aussi du domaine de la formation, parce qu'effectivement là, quel est l'intérêt de jouer en fait, ça va adresser différents types de compétences. Pas une première assez simple et standard d'acquérir des connaissances ou des connaissances sur un sujet. Mais en fait, aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin.
Et on se formait sur le savoir-faire technique, ou savoir-faire non technique, ou sur le savoir-être comportemental. Donc là, on va passer dans la phase où je vais présenter beaucoup plus d'images. Donc là, par exemple, ça c'est un exemple de jeu, enfin, c'est pas tout à fait vraiment un jeu, c'est Dassault Systèmes, par exemple, qui fait beaucoup de logiciels en 3D, qui vous propose à travers différents, ça c'est complètement en accès libre, hein, à travers différentes choses sur Internet, soit de découvrir par exemple la pyramide de Gizeh et se balader dedans de façon virtuelle, à l'intérieur on a un hangar jusqu'au tombeau, le sarcophage, etc. C'est une forme de jeu, même si quelque part il n'y a pas de points, etc. Mais c'est découvrir, enfin, on est à mi-chemin entre l'information, le culturel et l'autre. En fait, ils ont aussi récemment sorti Paris 3DS, je ne sais pas si quelqu'un a vu ça. C'est-à-dire que vous pouvez visiter de façon virtuelle toute la capitale avec tous les bâtiments à l'époque du Moyen-Âge, etc. C'est assez intéressant. Enfin, culturellement parlant, pour des jeunes qui veulent se restituer dans un cours d'histoire à l'époque. Alors, dans un domaine plus commercial, en fait, il y a des sociétés en fait, qui développent des environnements 3D, par exemple pour promouvoir une marque, ou alors par exemple pour découvrir de façon virtuelle comment la boutique va apparaître avant de la concevoir en vrai, comment elle va apparaître visuellement au moment de sa conception, quoi, en fait. Ensuite, alors dans une autre catégorie, là c'est toujours Dassault, eux par exemple, en fait, ce qu'ils font, enfin, on est un peu à la frontière entre la 3D, la conception et le jeu. En fait, comme ils ont toute une gamme de produits, notamment, vous connaissez peut-être Katia, en fait, le logiciel de design avec lequel on construit non seulement, on design, on conçoit les avions, les voitures, les cuillères, les tasses, les assiettes, tout. En fait, eux, ce qu'ils proposent maintenant, c'est, comme ils ont une suite d'outils, c'est même en amont que le bateau soit construit, une visite virtuelle à partir des éléments conçus dans Katia. C'est-à-dire que vous allez avoir visité en 3D le bateau. Voilà. Ils appliquent ça aussi d'ailleurs pour le coup dans d'autres domaines tels que l'automobile pour visualiser en 3D. On va dire des tableaux de bord pour éviter de faire 50 000 maquettes à l'échelle 1 du tableau de bord. Donc là on est dans le domaine de la 3D à la limite du jeu. Là j'arrive sur le domaine du recrutement. Donc Alcatel qui était l'un des premiers en fait à faire un jeu en ligne sur internet pour recruter des jeunes diplômés. Donc l'idée c'était de rentrer dans une mission avec des enjeux, résoudre des choses, des problèmes à travers ce jeu. En fait, il a été suivi par beaucoup d'autres entreprises. Là, pour le coup, là, sur ce sujet-là, pour l'instant, pour exemple, ça a été premièrement, principalement des sociétés, des entreprises du CAC 40, en fait. L'Oréal qui a fait pareil un jeu pour recruter, en fait, avec un défi et des problématiques à résoudre. Enfin, aussi pour découvrir les métiers de leur entreprise. BNP en fait qui a fait aussi un jeu, en fait là c'est plus avec des simulations économiques, de gestion de compte et autres. Vous aurez tous les liens pour aller sur ces jeux, ils sont publics. Thales en fait qui a un métier un peu, qui est une société d'ingénierie avec des métiers un peu connus mais diversifiés. Ils travaillent dans la défense, le spatial, l'aéronautique. Donc pour faire découvrir leur métier, attirer les jeunes vers l'entreprise, là ils ont fait aussi un jeu qui a été primé en fait. On se situe dans un univers futuriste, il faut aller résoudre des énigmes. Et alors là, on est vraiment avec des logiques de points, etc. Et puis là, c'est tout récent, parce qu'en fait, ça date de l'automne. Là, en fait, même la SNCF s'y met, parce qu'en fait, elle a mis en ligne aussi là, un site avec un jeu, en fait, pour que les jeunes ingénieurs découvrent c'est quoi les différents métiers qu'on peut trouver à la SNCF. Alors, vous êtes amené à résoudre des énigmes. Là, j'en ai fait quelques-uns. Ça vous pose des problématiques physiques sur tel ou tel métier. Découvrir les métiers en fait, qu'on peut trouver à la SNCF à travers des énigmes. Et en fait, ils font, bon, ceux qui vont assez loin, ils vont même à développer des challenges entre les écoles. On peut s'allier à un autre copain pour aller résoudre l'énigme. Et après, c'est une sorte de mécanisme de présélection. En fait, ils reçoivent les meilleurs candidats pour aller plus loin avec eux, leur proposer des stages, etc. Alors là, c'est un exemple pour vous montrer que ça ne s'adresse pas qu'au col blanc. Parce qu'en fait, même Format Poste, qui est l'organisme de formation de la Poste, a mis en place, c'est pas très ancien pour le coup, je vous ai présenté là, c'est un peu 2-3 ans, ils en sont à la 3e année. Là, en Format Poste, c'est plus récent, depuis à peu près un an et demi, ils ont mis en place un serious game qu'ils ont fait avec ATM, en fait, là aussi tout gratuit sur internet, pour à la fois informer ou dissuader. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils avaient comme problématique, c'est qu'en fait, ils intègrent des jeunes acteurs en alternance, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont travailler, ils vont à l'école le lundi, puis mardi, mercredi, jeudi, ils vont
travailler. Et le problématique, c'est qu'en fait, ils ont tout un canal de recrutement comme ça, avec 4000 candidats, 2000 personnes qui viennent en entretien, qui sélectionnent, pour en finale sortir 200-300 personnes qui sont en contrat pro. Puis en fait, c'est un certain coût tout ce process de recrutement, et au bout d'un finalement de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, il y en a qui s'aperçoivent que ah bah non, si je fais une fausse idée du métier, ça va peut-être pas le faire, me lever tous les matins à 5 heures, il faut que je me rase, et puis il faut que je sois ponctuel, etc. Et tout. Donc en fait, l'idée c'est de découvrir un peu les contraintes, les aspects sympas ou moins sympas du métier, pour qu'en fait ils ne se fassent pas une fausse idée avant de venir dans le process de recrutement. C'est pour ça qu'ils disent c'est informer sur le métier pour mieux le connaître, mais ou éventuellement dissuader ceux qui se faisaient une fausse idée, et puis finalement qui seraient venus là dans le process de recrutement, et qu'on les fait perdre du temps à eux, mais aussi à l'entreprise, parce que c'est un certain contribution. Donc là ça s'adresse effectivement à des niveaux inférieurs au bac, pour montrer qu'on ne recrute pas que l'école blanche, mais ça amuse. Donc on va maintenant passer dans un autre domaine qui est la sensibilisation, la formation. Avant d'arriver à la formation, je peux parler de sensibilisation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont soit des jeux, soit découvertes par eux, soit des jeux qui ne sont pas tout à fait des formations, c'est-à-dire qu'on ne va pas acquérir des compétences pour savoir bien conduire un entretien, bien gérer un projet comme on verra tout à l'heure, mais on va mettre en place une plateforme en fait, une plateforme de formation, de découverte 3D pour éviter d'aller faire un vol d'avion, etc. à l'autre bout de la planète sur une plateforme pétrolière et autres. On va découvrir en 3D de façon virtuelle, en amont, ce que c'est qu'une plateforme pétrolière ou ce que c'est qu'une centrale nucléaire avant de la visiter en vrai. Donc c'est plus de la sensibilisation, découvrir l'environnement, ses contraintes, ses métiers, sans forcément se former. On va dire que c'est acquérir des connaissances, c'est pas tout à fait des connaissances, donc découvrir un domaine. En fait, il y a d'autres entreprises qui font ça dans le domaine du grand public, comme la FFD, la Fédération des bâtiments, en fait, qui a fait un jeu, je ne me souviens plus trop l'année là, qui a fait un jeu pour sensibiliser le grand public à l'efficacité énergétique, en fait. Qu'est-ce que je vais gagner alors on peut simuler, là je change mes fenêtres, je gagne tant de CO2, etc. Ou si je vais refaire mon toit, etc. C'est un simulateur, en fait, par rapport à la maison, en fonction des travaux que je fais, qu'est-ce que je vais gagner en argent, et puis qu'est-ce que ça va apporter. Donc là, c'est plutôt ciblé grand public. Pour dire que, et on ne cite pas forcément que les professionnels qu'on veut recruter, fidéliser ou former, on peut aussi cibler différemment. Parce qu'effectivement, il y a une chose dont je vais un peu moins parler ce soir, mais aussi, qui est aussi un vaste domaine, c'est qu'il y a beaucoup de jeux sur Internet pour former les enfants. Donc là, par exemple, pour le coup, c'est aussi dans le domaine du BTP, en fait, c'est à destination plutôt des lycéens, BEP, CAP, qui veulent découvrir le monde du BTP avec ses contraintes. Et surtout les risques, sensibiliser aux risques dans le BTP, sur les chantiers, par le public. Dans le domaine un peu encore plus, là pour le coup, la plus sérieuse, c'est ERDF qui a fait un service game, avec un simulateur de champ magnétique, et en fait, c'est pour les personnes qui vont piloter ces équipements, soit éoliens, soit autres, de leur réseau de distribution. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des simulateurs sur ordinateur pour dire, voilà, j'ai un réseau de distribution électrique, si je fais ça à tel endroit, qu'est-ce qui se passe, combien de kilowattheures se passe à tel endroit, à tel endroit. C'est plutôt une cible par rapport à des PPC. Bon, là voilà un exemple de l'AFPA, en fait, à l'AFPA, on a fait pas mal de serious games dans différents domaines, en fait. À la fois le BTP, l'industrie, le tertiaire. Là, c'est un exemple dans le tertiaire. Donc là, par exemple, c'est 3 exemples de 3 serious games qui sont totalement gratuits en ligne sur notre web TV. Je vous mettrai les liens, en fait, pour découvrir finalement certaines compétences transversales des métiers du secrétariat. C'est quoi savoir organiser une réunion, c'est quoi savoir planifier, gérer un agenda, etc. Et donc, vous découvrez ces différentes compétences à travers des petits enjeux, des petits challenges à résoudre. Toujours dans le domaine du tertiaire, là, la banque, en fait, c'est l'organisme de formation de la Fédération des organismes bancaires. En fait, là, ils étaient, eux, confrontés à une problématique de loi qui change tout le temps, enfin, qui change souvent. Et là, c'était par rapport à la lutte contre le blanchiment, en fait, avec une nouvelle loi qui était sortie et qui devait s'appliquer le 1er janvier de l'année suivante, là, dans les quelques mois qui venaient. Ils ne pouvaient pas former les 400 000 personnes, les 400 000 personnes qui travaillent dans les banques. En présentiel, déjà, c'est un coût, c'est un problème de délai, de contraintes, etc. Donc, en fait, ils ont fait la fédération a commandé au CFPB un jeu, en fait. Enfin, là, c'est un peu, d'ailleurs, du style maillon faible ou de la fortune, je veux dire. Vous avez des énigmes, des questions, vrai, faux, vous avez des points, c'est bon, c'est pas bon, et en fonction d'une sorte de pré-évaluation, après, vous allez avoir des challenges à résoudre avec des contenus théoriques qui vont être apportés
sorties au fil de l'eau, en fait, pour approfondir telle ou telle question, tel ou tel sujet par rapport aux lois qui sont relatives à ça, ou par rapport à l'attitude à avoir sur certains comportements d'un client qu'on peut juger suspect, à partir de telle somme remis en liquide à la caisse, qu'est-ce que je dois faire, etc. Qu'est-ce que je dois déclarer, pas déclarer, etc. Et donc, ce qui est original dans ce jeu-là, j'ai trouvé, c'est que, contrairement à certains beaucoup d'autres que je vous ai présentés, là, il a été financé de façon un peu particulière, c'est-à-dire que l'organisme a dit aux banques qui veut financer mon jeu, etc. Et en fait, c'est une souscription, c'est-à-dire que ceux qui étaient intéressés ont financé une partie du jeu, et ensuite on a touché des royalties quand il a été revendu à l'ensemble des opérateurs bancaires et à l'assureur. Donc le ROI était, enfin le retour sur investissement était assez rapide. C'est pas toujours le cas, parce qu'en fait souvent je peux parler de coûts, mais en fait ça peut être plus ou moins cher, tout ça. Donc, ça dépend après effectivement si on fait du sur-mesure ou sur étagère. Un autre exemple, là on arrive maintenant sur le comportemental, sur le savoir-être en fait. Là c'est Renault en fait qui a fait avec la design il y a quelques années, disons, un jeu pour ses vendeurs en concession sur comment je conduis mon entretien, comment face à une objection je réponds, tel et tel type d'argument. Et donc d'ailleurs ce jeu-là en fait maintenant il est utilisé au niveau mondial par des milliers de vendeurs. Il a gagné pas mal de prix en France et en Europe. Et d'ailleurs, ils en sont tellement contents qu'ils ont commencé à développer toute une gamme et ils développent d'autres jeux en fait. Même par exemple pour le patron de la concession, pour gérer ses équipes et autres. On n'est pas encore dans la gestion de projet, on est plus dans la gestion des opérations, on va dire, au niveau d'une petite concession. Alors en fait, là, toujours dans le savoir-être, au niveau de l'AFPA, là, en fait, on a fait un simulateur de conduite d'entretien. Là, c'est pour finalement s'entraîner, entre guillemets, sans stress, face à des situations forcément toujours faciles. Une personne qui a un problème, comment l'aborder, comment lui dire si, ça, etc. Et donc, en fait, face à certaines attitudes, on peut proposer des réponses. Et en fait, l'intérêt, là, surtout, c'est qu'en fait, il y a une analyse a posteriori, en fait, on vous restitue telle question, vous avez répondu ça, vous avez une attitude plutôt ouverte, plutôt fermée, etc. Et vous pouvez rejouer plusieurs fois et comparer et regarder votre progression par rapport à un point de départ. En fait, ce modèle-là, d'ailleurs, en fait, il a été décliné après beaucoup dans la vente. La Sego, ça fait un jeu pour les vendeurs, etc. Il y a beaucoup d'offres sur la conduite d'entretien. En fait. Un autre sujet qui est complètement différent, là, savoir-être, là, c'est encore un jeu qui a gagné un prix à Lyon, qui avait été développé par le ministère de l'économie et de l'industrie pour finalement les jeunes, pour sensibiliser les jeunes à la création d'entreprise. C'est quoi la création d'entreprise, ses contraintes, avoir un business plan, aller à la banque, trouver un financement, etc. Et donc là, vous baladez dans un univers virtuel entre la banque, le financeur, etc. Et donc, vous découvrez finalement les concepts de la création d'entreprise, les contraintes, mais plutôt à destination, on va dire, des collégiens, des lycéens. Voilà. Bon, là, je vous ai présenté un panel, on pourra en présenter plein d'autres. J'ai privilégié d'abord des choses qui sont en accès libre sur Internet et vous pourrez aller voir. Mais en fait, il faut savoir que du coup, aujourd'hui, toutes les entreprises du CAC 40 ont toutes au moins fait au moins un jeu, voire certaines ou plusieurs en fait. Alors parce qu'elles en ont les moyens, parce que quand on fait du sur-mesure, c'est 50, 100, 150, 200, ça peut aller jusqu'à 300 000 à 400 000 euros. Quand on n'a pas ces moyens-là, il y a d'autres alternatives, en fait il y a d'autres solutions, il y a plus des service games sur étagère, on va dire un peu comme si on achetait un logiciel de SAP qu'on va paramétrer. C'est-à-dire qu'on trouvera un peu de soi le même personnage, la même tête, etc. Mais on va pouvoir un peu le mettre à la patte de l'entreprise. Ça coûte moins cher, c'est sûr que c'est moins bien, mais ça peut répondre un peu différemment. En fait, là maintenant, je vais passer à l'utilisation en formation, parce qu'en fait, une fois qu'on a dit tout ça, la question c'est, ok, d'accord, mais la personne elle est toute seule face à son écran, qu'est-ce qui se passe, etc. Là, c'est un modèle, on va dire, fait par un universitaire qui prend les différentes modalités d'utilisation et qui en a analysé un petit peu les avantages, inconvénients, intérêts ou pas. Effectivement, on peut avoir un jeu, par exemple, à l'échelon de projet pour sensibiliser qu'on va jouer tout seul face à l'écran pour acquérir un peu les concepts avant d'aller sur le cours présentiel sur la gestion de projet. On peut faire du groupe en présentiel, c'est-à-dire on est à 2-3 derrière l'écran et on joue ensemble et comme ça on voit les erreurs des uns des autres et on apprend des erreurs des uns des autres, même si après il y a le formateur qui va venir compléter et donner des informations. On peut avoir une démo devant un groupe, c'est-à-dire le formateur qui présente le jeu, etc. et qui vous fait approcher qu'on va jouer. Il y a différentes situations en fonction
d'aura ou pas de la part d'un enseignant? Est-ce qu'il est en temps réel ou en différé? Est-ce que je suis tout seul face à mon écran ou est-ce que je suis avec d'autres apprenants? Donc voilà, donc ça va faire la transition avec ce que je vais dire ensuite. C'est-à-dire que aujourd'hui, quelles sont les tendances? Donc en fait, moi je vous en ai gardé 3 finalement. Aujourd'hui, la tendance, c'est, on va parler de multimodal, d'hybride. Enfin, l'idée, c'est de mélanger un peu tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la bonne recette magique qui fait que tout marche et que tout le monde sera content et tout le monde aime ça et tout. Tout le monde n'est pas forcément aimé à fond un jour. Il y a des gens qui vont dire non, il faut apprendre dans la douleur avec les bouquins, face aux profs, il faut pas aimer ou pas aimer, etc. Mais au fait aussi, et même si j'aime jouer, est-ce que ça va suffire de jouer tout seul et d'acquérir des connaissances et des compétences? Non. Aujourd'hui, ce qui se passe de plus en plus, c'est que finalement, les organismes de formation, là, maintenant je quitte un peu l'entreprise, je viens sur l'organisme de formation, essayent de mixer un peu tout ça, c'est-à-dire du jeu à distance pour découvrir des concepts, de la théorie qui a peu d'intérêt d'être découverte avec un formateur qui va projeter 800 slides d'affilée. À la limite, la théorie sur, là, le cas c'est l'amiante, en fait, sur les risques de l'amiante pour la santé. C'est pareil, si je dis PowerPoint, au lieu de dire un PowerPoint, on me met dans un jeu, c'est un peu plus ludique. En fait, je me mets dans la peau d'un personnage qui va découvrir, qui va gérer un chantier. Mais en fait, je vais compléter avec, finalement, par exemple, là, c'est une formation certifiante de 5 jours. Au lieu de faire venir les gens 5 jours dans une salle, ils n'ont pas forcément le temps, c'est des patrons d'entreprise et autres. On les fait venir un jour au départ, parce qu'en fait, on crée un groupe, on crée un contenu, un lien avec le formateur, et on montre aussi des équipements, on leur donne le contenu, etc., les premiers contenus théoriques. Ensuite, à distance, en fait, ils vont. Il y a un service game, en fait, ils ont une heure entre guillemets, 1 à 2 heures, une heure d'apprentissage tous les jours étalée sur un mois. Enfin, il y a 35 heures finalement. Donc 27 heures étalées sur un mois, à peu près 1 heure par jour. Donc, ils vont voir des contenus théoriques avec un petit module qui introduit le sujet dans un jeu. Ensuite, regarder des contenus complémentaires, des vidéos, des PowerPoint, des supports de cours. Et après, ils vont faire des études de cas qui vont être déposés sur une plateforme e-learning. Et ensuite, pour ne pas les laisser tout seuls pendant un mois à distance, il y en a peut-être qui décrocheraient, qui sont ça peut être une mission, etc. pour les aider. En fait, on fait une classe virtuelle 1 fois par semaine, les 2 heures, le vendredi matin. On les réunit tous à distance à travers comme une webconférence pour savoir où chacun en est et aider ceux qui peuvent avoir des problèmes, répondre aux questions. Et après, on refait à la fin un jour de présentiel pour venir faire les gestes professionnels en vrai. Là, pour le coup, c'est sur l'amiante, passer les masques en vrai, les combinaisons, faire les gestes techniques métiers qu'on a appris, qu'on a vu en théorie derrière l'ordinateur, qu'on aurait pu voir dans un bouquin. En fait. Donc ça, c'est le multimodal. Enfin, aujourd'hui, beaucoup d'organismes de formation ils disent ça y est, on fait du multimodal, on fait de l'hybride, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un réel besoin, parce qu'en fait, le numérique, c'est pas forcément la solution. Mais le présentiel, c'est non plus. Faut passer un pas à autre chose. Il faut garder un peu le meilleur de chacun de ces mondes pour essayer de former différemment. Ensuite, il y a une autre tendance qui est finalement le jeu en réseau, le social learning. Je vous ai pris très rapidement tout à l'heure une petite image là. Il y a un jeu qui s'appelle Compagnie, là, qui a été financé par des académies des conseils généraux en Poitou, là, qui est fait aussi avec des chercheurs. Là, c'est pour sensibiliser les enfants collège, secondaire, on va dire, au vocabulaire du monde de l'entreprise. C'est-à-dire que là, c'est un jeu sur Facebook. Je peux être en interaction avec mes copains, mes amis sur Facebook, et je monte mon entreprise. Alors, je choisis ce que je vais vendre, des bateaux, des voitures, etc. Et puis, je gagne des points, j'échange avec des amis. Je vais acheter des matières premières pour fabriquer des produits, etc. Et en fait, je découvre le vocabulaire finalement au sein de la vulgarisation pour découvrir le vocabulaire de l'entreprise. C'est un peu comme le jeu du ministère tout à l'heure, ma cyber-entreprise, sauf qu'en fait, mis dans le monde de Facebook, tout le monde a peut-être certainement entendu parler de la Wii, de la Kinect, etc., du geste. Aujourd'hui, il y a des simulateurs de soudure, enfin, par nous à la fin, il y en a un qui a eu des prix, mais c'est pas celui-là, c'est un autre. Il y a des vrais simulateurs de soudure, vous avez une vraie torche de soudure. Vous soudez sur un écran pour apprendre le geste sans risque, sans consommer de la matière d'abord, avant de le faire en vrai avec une vraie machine de soudure. L'intérêt, c'est pas juste c'est moins dangereux, ça coûte moins cher, il y a moins de gaspillage de matières premières, c'est aussi je vais pouvoir décomposer les différentes facettes de la chose. C'est-à-dire que quand je fais une soudure, il y a différents paramètres qui entrent en jeu dans la qualité. C'est la vitesse à laquelle si je fais une barre des soudures, la vitesse à laquelle je vais déplacer l'un à un, la force avec laquelle je vais appuyer, l'inclinaison que je vais prendre en fonction de quel est l'angle de la soudure, et donc avec un mécanisme de simulation comme ça, on peut décomposer chacun de ces paramètres pour les analyser de façon indépendante et d'une fois sur l'autre voir la progression. Dans un autre domaine, là c'est plus l'entraînement sportif et autres, en fait, aujourd'hui il y a des acteurs sérieux
comme Nike et autres qui s'associent en fait avec des gens comme Kinect, Microsoft, pour faire des programmes, c'est entre le sérieux et entre le jeu, d'entraînement et d'analyse de comment je m'entraîne quand je fais du footing devant la télé. Ça analyse tous les paramètres des mouvements, etc. Donc voilà. Donc c'est aussi une autre tendance en fait. C'est-à-dire qu'on est un peu encore à la frontière. Est-ce que c'est ce que ça vient du jeu? Est-ce que c'est de la formation, etc. Et les frontières sont jamais très nettes quand on parle de tout ça. Voilà, j'ai fait rapidement le tour. Donc voilà, je vous lis une petite citation pour la fin. Un chercheur américain qui est reconnu sur le sujet. Et puis vous trouverez là le lien vers un document plus complet avec ma thèse. Voilà, sinon il y a plein de blogs sur le sujet sur Internet. Ça répond à vos questions. Alors, on va illustrer maintenant à travers de deux exemples. Recherche et qui porte sur la maîtrise des projets et des stratégies. Donc dans le cadre de ce programme, je me suis occupé d'un projet de création d'un serious game qui porte sur la gestion de projet. Il s'appelle Histoire de projet. Donc, pourquoi on a décidé de lancer ce serious game en fait? Il se trouve qu'on constate que les chefs de projet, c'est-à-dire l'élément humain des projets, sont le pivot de la réussite. Et souvent, pour réussir les projets, il faut tout simplement avoir de bons chefs de projet, je dirais. Il se trouve qu'il y a des vecteurs qui existent déjà pour préparer ces chefs de projet. On les connaît, ce sont les formations un peu classiques, les formations théoriques. Le problème qu'on constate, c'est qu'elles ne sont pas toujours efficaces. D'abord, ça demande du temps, et puis les chefs de projet ont tendance à être assez mobiles. Et donc, c'est pas facile de rapidement faire monter des gens de compétences pour mener des projets. Et puis, il y a un autre élément qui est que souvent, au-delà de la formation, ce qui compte, c'est l'expérience, en fait. Le fait que les gens soient confrontés à des projets, en particulier dans le cadre des grands projets stratégiques, à ce type de projet, c'est essentiel pour qu'ils deviennent compétents. C'est par rapport à ça en fait, qu'on s'est posé la question de créer un serious game. Ça nous paraissait être assez intéressant en fait, parce que pour deux raisons. La première, c'est que le rapport en fait, avec ce contenu il est différent. Dans la mesure où c'est interactif, dans la mesure où c'est ludique, on s'investit plus facilement dans l'apprentissage. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de la notion d'acquisition d'expérience. Il nous semble que c'est moins douloureux d'écrire cette expérience des projets dans un environnement virtuel où on peut faire des erreurs que dans la vraie vie où cette expérience on l'acquiert aussi au prix de bobos. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de lancer ce serious game. Ce que je vous propose, c'est qu'on y joue ensemble. En fait, j'ai amené avec moi la version bêta du jeu. Et ce que je vous propose, c'est plutôt que de vous faire une démonstration, je vais vous laisser la main en fait. Vous allez jouer ou vous allez jouer. Alors. Juste que je récupère ma connexion. Du coup, elle a disparu. Une seconde. Internet, je suis en train de lancer le truc là. Non, ça va marcher. Alors, il faut se
se connecter en fait à Internet, c'est pour ça que je suis en train de faire ça. Ça va pas prendre trop longtemps. Donc c'est un jeu qui effectivement se joue à travers un navigateur. Je modifie l'affichage pour qu'il soit propre. Alors, question, puisqu'on a écrit des informaticiens, une grande part de gens qui ont travaillé dans l'informatique, est-ce que ça fonctionne sur tous les navigateurs, sur toutes les tablettes? Ça peut fonctionner sur les tablettes en fait. Ça fonctionne déjà sur tous les navigateurs pour peu qu'on installe un plugin. On aimerait bien effectivement que ce soit compatible avec les tablettes, mais ça demandera un effort supplémentaire. Donc pour l'instant, c'est pas encore le cas tout de suite. Et évidemment, enfin, dès qu'on fait une démonstration de quelque chose comme bêta, il faut que ça, voilà. Donc ça se lance. On l'a vu, ça a été créé en partenariat avec l'UNSIE et l'IAELI, qui sont des partenaires en fait du programme Aurore, qui nous apportent une composante académique en fait à notre recherche. Donc, je lance le jeu. Et on va démarrer une nouvelle partie. Donc, on est... vous allez voir. Donc, l'histoire, pour vous donner quelques éléments de contexte, c'est celle d'un grand projet stratégique. Donc, ça se passe dans une banque. Et la banque souhaite lancer un projet de mise en conformité par rapport à une nouvelle loi. Donc le héros est un jeune chef de projet inexpérimenté plutôt, qui va se retrouver catapulté sur ce projet. Voilà. Donc il y a une introduction, donc on se retrouve un lundi matin, tôt, il est 9h, dans le couloir de cette entreprise qui s'appelle la BCD. Donc je lis, en sortant de l'ascenseur de la Banque du Crédit du Développement, la BCD, vous regardez votre montre, il est 9h05. Alors que vous vous dirigez vers votre bureau, un de vos collègues vous fait signe de vous approcher. Donc le joueur déroule en cliquant sur Entrée. Pour l'instant, on n'a vu que du texte. Nicolas, tu viens d'arriver, dépêche-toi. Monsieur Traubenanza veut des signes et cherchait tout à l'heure. Il veut te voir dès que possible. Pas le temps de boire un café. J'espère au moins que ce n'est pas pour m'annoncer que Market Finance suite a encore planté. Je suis désolé, je ne sais pas de quoi il veut te parler. Ok, j'y vais. C'est pas une bonne voile pour le héros qui du coup est probablement un peu pour lui. Ce qu'on a vu là, c'est une scène interactive en fait avec des personnages en 3D et l'idée c'est de jouer là-dessus sur le côté un peu cinéma entre guillemets pour créer quelque chose qui soit ludique et pour aider le joueur à se projeter dans le récit. Donc, on a entendu des voix qui sont un peu mécaniques. Bon, ça c'est la version bêta, il va falloir nous excuser sur ce point. Mais c'est amusant parce qu'on peut voir effectivement le personnage qu'on incarne et l'idée c'est avoir le sentiment qu'on est en train de vivre une aventure. Donc on se dirige là maintenant vers le bureau du DSI, on va voir quelles sauces on va manger. Donc vous entrez dans le bureau, la pièce est grande et lumineuse, dans son costume gris, sans lever les yeux de l'écran de son ordinateur, Monsieur Traubenanza, DSI de la BCD, vous fait signe de vous installer. Bon. Vous êtes prêts? C'est parti. Monsieur Vaillant, je vous attendais. J'étais dans le comité de direction vendredi dernier. On a décidé de lancer officiellement le projet Conforma. Ce projet doit nous permettre de nous mettre en conformité avec la réglementation anti-blanchiment qui a été votée cette année. Ça fait 3 mois que Claire Opic était dessus, mais comme vous le savez, elle vient de nous quitter. Je vous explique en 2 mots la situation. La nouvelle directive anti-blanchiment entrera en vigueur le 19 octobre 2013, ce qui nous laisse pratiquement 1 an en comptant le fait qu'on va prochainement lancer une consultation. J'ai une réunion cet après-midi avec le directeur du contrôle interne, Marc Dutilleul, pour parler du projet. Je vais lui annoncer que je vous mets dessus. Ce que nous avons prévu, c'est un budget externe de 3 millions d'euros. Il faut faire une adaptation sur toute la chaîne, front office et middle office, pour mettre en place une due diligence et un scoring au niveau des clients et des flux avec les connexions vis-à-vis de Tracfin et des autres parties prenantes. J'ai déjà toutes les applications de mon domaine à gérer,
notamment l'évolution c'est de le héros market qui finance essaie suite de aux variabilités protester. éthiques de portefeuille. Vous savez combien cette application est pénible, instable et difficile à gérer. Écoutez, je veux que vous vous occupiez de Conforma maintenant. Le projet est pris en charge côté métier par la direction du contrôle interne comme responsable du projet Nathalie Dubois. Vous apprendrez à la connaître. Nous avons un premier cahier des charges que je vais vous envoyer par email tout de suite. Vide. Donc on a vu, enfin tout d'un coup on se retrouve confronté à ce projet qui s'appelle Conforma. Le héros sait pas trop de quoi, enfin il est un peu surpris, on le voit bien. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il a deux choix en fait. Donc il peut soit dire merci, je vous remercie de me confier un tel projet, on commence quand, soit dire 3 millions d'euros de prestations, je n'ai jamais vu de projet aussi gros. Donc l'idée c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire en fait, on va proposer ces choix aux joueurs qui est libre de choisir un choix ou l'autre, et en fonction de ça en fait, l'histoire va se développer. Ce qui veut dire que concrètement, le joueur en fait, crée lui-même sa propre histoire. En fait. Et donc il peut choisir, enfin, en fonction des choix qu'il va faire, évidemment il va réussir brillamment le projet, ou alors beaucoup moins brillamment, il va se planter. Je crois qu'il y a quelques personnes qui ont déjà vu la bêta, donc je leur demanderai juste de pas souffler les réponses. Pour les autres, ce que je vous propose, c'est de me dire ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez envie de dire 3 millions d'euros de prestations, je n'ai jamais mené de projet aussi lourd, ou alors merci, je vous remercie de me confier un tel projet, on commence quand? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de se lancer, qui ont un avis? On commence quand? On commence quand? Un vote, 2 votes, 3. Donc, vous avez tous envie de dire on commence quand? De mener des projets de 3 millions d'euros. Hein. Je suis content, personne n'est effrayé. Bon, non. D'accord. Ça va. C'est un projet normal pour vous. Très bien. Martine, j'entends quelqu'un qui est je ne comprends pas. Je passe. L'autre aussi. D'accord. Je vais vous souffler un peu la réponse. Le on commence quand? C'est pas le choix le plus approprié, parce que ce qui va se passer en fait, c'est qu'on va se retrouver plongé dans une dynamique qui fait qu'on va pas maîtriser le lancement du projet, et plus tard en fait on le paiera, et ça va devenir très difficile de réussir le projet. Le choix un peu plus prudent par contre, il ouvre d'autres possibilités, et il ouvre en particulier la possibilité de réussir plus tard. Donc, ce que je vous propose, c'est on avance un petit peu. On va voir un petit peu si... 3 millions d'euros de prestations, je ne comprends pas. Je suis flatté, mais je n'ai jamais mené des projets aussi lourds que ça. En plus, j'ai déjà beaucoup de choses à faire en ce moment. Merci de votre confiance, monsieur. Revenons à « Je serai m'en montrer digne ». Vide. On a vu un petit bug. Grosso modo, il a dit c'est bien gentil ce que tu viens de m'expliquer, mais néanmoins, j'ai besoin de toi, et la personne qui était sur ce projet-là avant est plus disponible. Donc on a essayé de protester, on a tenté. C'est pas forcément possible. Donc on se retrouve confronté à deux nouveaux choix. Merci de votre confiance. Ou alors à nouveau un choix un peu plus, on essaie un peu plus de négocier, qui est je vous remercie pour votre confiance, mais... Je vais essayer de négocier un peu. Ouais. Voilà. Si on peut avoir un On va peu essayer. plus de budget, on ne sait jamais. Peut-être plus de temps, ou je vois qu'il y a des gens qui sont optimistes. Peut-être que ça se passe comme ça avec tes projets. Là, il vient de dire que le projet avait été acté au niveau du comité de direction, en fait. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure, il y a quelques petits bugs. Il vient d'expliquer en fait que le projet avait été acté au niveau du comité de direction, et que ça voulait dire que le négocier, c'était peut-être pas aussi évident que ça. Donc on se retrouve confronté, enfin on doit prendre le projet. Et donc on avance dans l'histoire, et on se retrouve maintenant dans une salle de réunion. Donc, en entrant dans la salle, vous êtes accueilli par le murmure des voix de Marc Butiol, le directeur de contrôle interne. C'est la personne qui est en charge du projet côté métier, on l'a vu tout à l'heure. Angelo Tubanenza, DSI, qu'on vient de rencontrer.
Il y a une jeune femme qui les accompagne, ils sont devant le fond de la salle et discutent. Il se passe un instant, la jeune femme se détourne de la conversation et prend des visages. Elle semble être la seule à remarquer votre entrée. C'est la première réunion en fait, de travail avec l'AMO. On va voir un petit peu comment ça se passe. Bonjour, je suis Marc Dutilleul, le directeur du contrôle interne de l'ABCD. Installez-vous, Nicolas. Nicolas, je vous présente Nathalie Dubois. Elle est responsable de la conformité réglementaire et travaille avec Marc. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous, j'ai hâte de commencer à travailler avec vous. Bon, trêve de plaisanterie, passons aux choses sérieuses. J'ai discuté avec Marc Dutilleul et nous avons confirmé notre choix de te confier, aux côtés de Mademoiselle Dubois, le soin de mener à bien ce projet. Elle a déjà commencé à rédiger l'expression des besoins. Vous allez devoir écrire le cahier des charges techniques. Je me relance la consultation la semaine prochaine. Claire avait commencé à travailler sur le sujet, mais on en était pratiquement au doctif. Au documentif, où en était précisément Claire dans la rédaction du cahier des charges techniques. Moi, je n'ai rien vu venir. Je pense qu'elle n'a pas eu le temps de beaucoup travailler dessus. Elle est partie un peu précipitamment. Les bonnes nouvelles s'enchaînent. Donc, on a vu que c'était un projet de 3 millions d'euros, donc pas forcément un projet extrêmement facile. Visiblement, il y a des choses qui se sont passées avant qui font que la personne en charge du projet est partie. Et il n'y a pas du tout de documents. Donc, oui, c'est un projet simple. Plutôt, on devrait être un peu tranquille. On a plusieurs choix. Nathalie, on part sur ça. On organise une réunion demain. Ou alors, pas de problème, on fera au mieux. Et on ne pourra jamais faire ça au moins d'une semaine. Est-ce que... On ne pourra jamais faire ça en moins d'une semaine. Ça me paraît une remarque qui a du sens. Donc on On ne pourra jamais faire ça en moins d'une semaine. Vous voulez qu'on vous dresse un cahier des charges pour une prestation qui va modifier toutes les applications du front et du middle au niveau opérationnel ou du workflow de validation? Je ne vois pas où est le problème. Évidemment. On ne pourra jamais faire ça en moins d'une semaine. Tu ne m'as pas bien écouté. On n'a pas le temps, on n'a plus que 11 mois et demi pour y arriver. Tu veux peut-être prendre 3 mois pour rédiger le cahier des charges? Laisse-moi réfléchir. Ok, je te laisse 2 semaines. Non, 3 semaines, mais par contre, tu as intérêt à prendre un cahier des charges en béton armé. Je vais demander à monsieur Nabil Musura de la direction financière et à madame Isabelle Mebouni du service juridique de vous accompagner. Elle vous faudra travailler avec les 2 responsables des domaines front et middle office. Je vous mettrai aussi en contact avec le responsable intégration et infrastructure, monsieur Thiégué-Détouré. Bon, Nathalie, tu nous prépares une note de lancement avec Nicolas pour organiser tout ça? Ce que je vous propose, enfin, c'est ce qu'on vient de voir, en fait, c'est assez intéressant parce qu'on a pas mal protesté, en fait, on a essayé de ne pas se lancer tout de suite dans le projet. Le résultat final, en fait, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que du coup, on a 2 semaines et on a l'occasion de travailler avec les responsables de domaine pour ficeler le cahier des charges avant de lancer la consultation. Donc, l'aspect pédagogique derrière, c'est de dire que quand on prend le temps justement d'impliquer les différentes parties au lancement du projet, et ben derrière, l'histoire elle sera beaucoup plus positive que si on était parti tête baissée. Et donc toute la pédagogie du jeu, elle repose sur ça, en fait, sur l'idée de proposer des choix aux joueurs et au fur et à mesure que l'histoire se développe, il est confronté finalement aux conséquences. Donc l'idée, c'est pas de faire quelque chose de didactif. À aucun moment on va mettre une alerte rouge en disant aux joueurs surtout ne faites pas ça parce que vous allez vous planter, ou c'est un mauvais choix, parce que c'est le joueur en fait qui le découvre par l'expérience et en jouant. Et on croit beaucoup en fait à cette forme de pédagogie qui est assez indirecte finalement, mais qui permet de donner aux joueurs l'occasion de se faire sa propre opinion. En fait. Donc on a vu un extrait du jeu. Donc pour information, l'histoire elle va se développer encore. Là on est vraiment au tout début.
Et donc en fonction des choix qui seront opérés par le joueur, au final il arrivera à réussir le projet ou alors le projet échouera. Voilà. Donc c'est un jeu sur lequel on travaille depuis un an à peu près maintenant. Et on espère pouvoir le finaliser dans les mois qui viennent. Vous comptez l'utiliser de quelle manière? Tout à l'heure, on a vu différents scénarios d'utilisation qu'il peut y avoir. On l'a pas encore utilisé, donc je dirais que l'espace est complètement ouvert. On était parti peut-être sur le chef de projet qui tout seul joue au jeu, mais on pense que ça vaut vraiment la peine d'accompagner ça. Donc, peut-être que ça peut être des joueurs qui jouent collectivement, peut-être que ça peut être des chefs de projet qui jouent et qui ensuite discutent avec quelqu'un qui est habitué à encadrer des chefs de projet. En tout cas, c'est on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait au-delà du jeu. Est-ce que c'est juste le joueur face à l'écran ou est-ce qu'on crée des interactions autour de ça? C'est vrai que les combinaisons, elles sont multiples, ça peut être du travail en équipe pour jouer, voilà, ça peut être effectivement un joueur individuel qui joue et qui ensuite est débriefé. Il y a beaucoup de possibilités. Vous avez un seul chemin en gros pour la solution idéale ou on peut en jouant à y arriver de la même manière? Non, on a un plat de spaghetti avec plein de combinaisons et il y en a quelques-unes qui permettent d'arriver au final vers le choix positif. Il y en a beaucoup plus qui permettent d'arriver à un choix moins positif. Effectivement, c'est l'aspect, l'intelligence qui est mise dans le jeu, qui consiste en fait à imaginer justement ces différents scénarios et à essayer de créer des situations qui sont stimulantes et qui ont un sens pédagogique. Elle se situe vraiment là-dedans, c'est-à-dire qu'il faut définir justement ces points de basculement où on va pouvoir passer d'une fin à une autre et puis donc les croiser, en sachant qu'il y a aussi un peu de subtilité qui rentre en compte, qui consiste à rendre ces choix pas évidents et à les présenter de façon claire. Il y a un système expert derrière ou pas? Un système expert, c'est-à-dire? Non, le choix déterministe. C'est appuyé sur un... C'est complètement scripté. C'est un arbre de choix qui va du début jusqu'aux différentes fins. C'est organisé sur 3 rails, sans entrer trop dans le détail, c'est organisé sur 3 rails. Le rail où on a pris d'emblée les mauvais choix. En général, ça finit assez rapidement sur ce rail-là. Le rail où on a pris le bon choix et qui se divise en 2. Les bons choix qui continuent malgré des perturbations et puis un objet un peu médian. Sachant qu'on peut très peu monter, mais on peut bien descendre. Mais bon choix, mauvais choix, c'est un avis d'expert. Oui, très, très clairement, et là c'est là tout l'intérêt, si vous voulez, de la construction même du jeu, c'est que nous avons une vision de ce que c'est que le management de projet et on veut projeter cette vision. On sait de façon très claire, d'avis d'experts et du travaux, c'est quand même un produit de notre recherche. Donc l'expertise de nos consultants, plus les travaux de recherche sur tout ce qui est publié dans l'état de l'art. On sait très bien, par exemple, le message principal, comme nous a dit Jean en entrée, chaque épisode portera un message principal et des messages secondaires. Le message principal ici, c'est qu'un projet, c'est comme le lit, on dort comme on l'a préparé le lit. Si d'entrée on a mal calé le projet, c'est un chemin de croix et plus le projet est important, plus le mur est proche, plus on se prend le mur. Après, si on a bien préparé le lit, c'est pas pour autant que ça va bien se passer, il va y avoir Après, c'est la vie du projet avec les perturbations, etc. Ça, c'est le message principal. Il n'y a aucun cas, par exemple, sur un projet comme celui-là, où ils pondent un cahier des charges en une semaine, où ils s'en sortent. C'est mécaniquement impossible. Je n'ai pas vu, en 20 ans de métier, je n'ai pas vu ou entendu parler d'un seul projet de ce type-là, avec ce contexte-là, où en une semaine, on sort un cahier des charges et ça marche. Bien sûr, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier. Or, on sait très bien qu'elle n'a rien fait, la marmotte. Elle a avoué après, elle n'a pas mis le chocolat dans le papier. Donc, après il y a des petites... Enfin,
Après, des petits clins d'œil, enfin, typiquement dans les travaux qu'on va faire là, on va retravailler un tout petit peu les dialogues pour les rendre les plus réalistes possibles, introduire toutes les petites finesses. Là, c'est dommage qu'on ne puisse pas voir le début du dialogue, par exemple, avec Angelo Trovananza et Nicolas, où ce qui se passe, c'est qu'Angelo va utiliser sur Nicolas tous les outils de manipulation classiques qu'un supérieur hiérarchique N+2 utilise sur N-2. Du genre, faut bien que tu progresses, faut bien que tu te lances à un moment, pour la bonne cause, il n'y a que toi qui es là. Et puis quand vraiment Nicolas va finir par dire, mais franchement, je ne sens pas ce truc, il va dire, écoutez, on va commencer, puis on verra comment ça se passe derrière. Vas-y, mets ton doigt ici, mon garçon. Il met le doigt et ça... Et tout le jeu est truffé de choses comme ça. Typiquement, le consultant en méthode, qui est supposé être l'ange gardien, l'unité d'appui au projet, le PMO, ne va pas nécessairement toujours donner des bons conseils. Ils sont peut-être bons dans l'absolu, mais ils sont empreints de la vision du consultant méthode, ils sont empreints de ses propres intérêts politiques. Donc comme Jean disait, ce n'est pas des choix évidents, oui, ça sera des choix pas évidents. Sur les petits messages, là c'est notre vision du monde. Sur le message principal, je pense que tout le monde sera d'accord que se lancer tête baissée dans un projet comme ça aboutit en général à une catastrophe ensemble. Est-ce qu'il y a un mécanisme de feedback par rapport à celui qui joue? Oui, mais il est indirect, comme l'a dit Jean. Il est indirect dans le sens où chaque fois, dans la réalité, les fins de l'histoire sont sur deux plans. L'état du chef de projet et l'état du projet. Déjà, le projet peut plus ou moins bien se terminer avec un chef de projet sur les rotules. Toute ressemblance avec des cas existants ayant existé, évidemment, n'est plus pur hasard. Et le feedback est là par... typiquement, un des chemins, il ne consulte pas les gars de la prod. Il va sur l'intranet, il prend le schéma d'architecture de la banque, il le met dans le cahier des charges technique et il le pousse. Ça, c'est dans les chemins médians ou bas. Quand ils arrivent à l'intégration, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la bonne version d'Oracle. Là aussi, ressemblance avec des cas existants que pur hasard. Et Tiegele Touré, qui est le chef de la prod, va lui dire « Attends, tu ne m'as pas consulté, tu lances un projet où tu modifies la moitié de l'infrastructure, enfin, tu veux installer de nouveaux serveurs, tu modifies l'infrastructure, et tu ne me consultes même pas au début. » Donc, et là, le feedback, quand ça plante, de « Oups, j'aurais dû faire ça. » Et là, systématiquement. Il a systématiquement le pourquoi il a planté, et ou le pourquoi il a réussi. Mais on a fait exprès d'éviter le système d'alerte immédiate, on a fait exprès d'éviter le système de scoring. On pense à d'autres, on a d'autres projets dans le tuyau où on va faire une simulation. Et comme Jean l'a dit au début, ça c'est autre chose. J'avais une question aussi. Donc c'est vous qui avez élaboré tout seul les scénarios, comment ça s'est passé Pas sûr de comprendre la question. Les scénarios, ils ont été élaborés par un groupe d'experts, comment ça s'est passé, d'accord? Ça c'est très clairement, mais vous ne le répéterez pas, hein, on s'est appuyé sur des projets... sur des retours d'expérience. Bien sûr, sur des projets qu'on a nous-mêmes vécus. Là, ce cas-là, c'est la concaténation de deux projets qu'on a vécus dans nos expériences précédentes. Ce qui fait qu'on est capable de, sans avoir des talents de scénariste ou d'écrivain hors pair, loin de là, d'imaginer quelque chose où il y a une trame, où il y a une histoire, où il y a un drame. Parce que, enfin, honnêtement, sur ça, c'est toujours la même histoire. Après, j'ai mal préparé où je me plante. Je me plante très souvent en intégration. Je me plante quand le cahier des charges fonctionnel bouge parce qu'on n'a pas bien calé en amont. Enfin bref. C'est des choses qu'on a vécues plein de fois. Donc on a utilisé ce qu'on a vécu, on a injecté. Est-ce qu'il y a des projets à plusieurs niveaux, donc c'est-à-dire niveau débutant, niveau confirmé, ou niveau expert? Ou bien est-ce qu'on arrive devant un projet, quelle que soit notre expérience, on commence à jouer est-ce qu'on peut choisir un niveau Votre question est très pertinente. C'est clair que là, on a fait un choix. On ne sait pas si c'est un bon choix ou pas. On l'a fait dans tous les cas parce qu'il fallait bien attaquer quelque part. De construire un jeu qui s'adresse à des chefs de projet qui ont déjà mené des projets. C'est pas, enfin, il y aura peut-être, d'ailleurs, il y aura l'épisode 0. Nicolas arrive dans la banque, il n'a jamais mené de projet, il y a quelqu'un qui lui explique ce que c'est qu'un planning, etc. Puis il doit jouer.
Mais là, on prend le cas d'un chef de projet qui a l'habitude de mener des projets de niveau 1, c'est-à-dire des projets où il est seul avec 2-3 personnes autour de lui. Et là, il va devoir mener un projet de niveau 2, c'est-à-dire ils sont N personnes ayant chacun 4-5 personnes autour de lui. Donc le niveau de complexité est nettement plus important, donc il faut mieux prévoir, mieux anticiper, etc. Et pourquoi on a fait ce choix? Parce que, allez, on va dire 80% des cas de plantage qu'on a rencontrés dans nos missions de sauvetage ou de sécurisation de projet, c'était des cas qui ressemblaient à ça. C'est un chef de projet qui se débrouille plutôt bien sur un tout petit projet, qui est promu, pour telle ou telle raison, peu importe, sur un projet un peu plus costaud, et là, si j'ai pas bien anticipé, je prends le mur. Alors que sur un tout petit projet, on est 2 ou 3. On arrive toujours à recadrer un petit peu. Oui, je veux dire, je ne devrais pas dire ça. On devrait faire, bien entendu, un plan de projet, un planning et tout ce qui va bien. Sur un tout petit projet, si on ne le fait pas, c'est pas très grave. Adapter le vocabulaire, on va dire, à l'Afrique, aux États-Unis, plutôt que la banque prendre une pharmacie, ça c'est très léger. Parce que le fond de l'histoire est le même. L'idée, très clairement, dans tout projet de transformation, quel qu'il soit, qu'on soit dans l'industrie, qu'on soit dans le tertiaire, qu'on soit dans l'étatique, on retrouve exactement la même problématique. Le message de fond et les erreurs à ne pas commettre sont a priori autour de cette idée de je prépare bien mon projet, les mêmes. Après, il y a une deuxième question, c'est est-ce que je dois raconter une histoire différente? Là, c'est autre chose. Là, il faut refabriquer le jeu. Là, c'est une autre histoire, c'est plus la même histoire. C'est clair que l'effort, dans un cas, s'il faut le refaire, je pense qu'on n'est plus sur 2 années Rome. Je pense que là, aujourd'hui, en 1 année Rome, on sera capable de le faire. On divisera le temps par 2, mais ça reste quand même important. C'est lourd. Ça dépend. Là, on est sur un arbre qui fait 100... C'est ça, une centaine de nœuds, je pense. Une bonne centaine de nœuds. Donc, c'est assez touffu. On peut faire des choses... Il est possible de faire des choses plus simples. Après, il y a la simulation, avec les idées de système expert. On est en train de décider là si on tente ça en 2013 ou pas. Je ne sais pas. Il faut avoir atteint un certain niveau de maturité dans la modélisation de l'univers projet que nous n'avons pas aujourd'hui. D'un autre côté, on se dit si on se met cet objectif, ça va nous pousser à avancer. C'est pareil. Vous avez déjà des retours d'expérience de chefs de projet qui vont tester On est en bêta encore chez nous. D'accord. On est en bêta chez nous. On prévoit de finir la bêta, on va dire, début février, et d'aller tester éventuellement avec des chefs de projet sur le mois de février. 1 ou 2 sur le mois de février. Avec grand plaisir. Je prendrai carte de visite. Ouais, et on va passer dans un autre domaine. Moi, je ne vais pas vous projeter quoi que ce soit sur l'écran. Je suis les mains dans les poches. Non, moi, je vais vous parler effectivement d'un tout autre serious game, en fait. Alors d'abord, petit sondage. Quels sont ceux parmi vous qui ont suivi soit un cours ITIL, soit une sensibilisation autour d'ITIL? Vous levez la main juste comme ça. Alors, est-ce que vous avez suivi ou est-ce que vous avez subi? C'est une bonne question, hein, parce que moi je les donne, les cours ITIL, parce que comme vous le disiez, effectivement, on est aussi dans ma société organisme de formation, on donne toute la certification ITIL. Et donc effectivement, en 2 jours, quand on passe 250 ou 300 slides, notamment avec la toute dernière version d'ITIL, c'est un petit peu difficile pour tous les stagiaires de suivre tout ça. Donc en fait, ce qui est en train de se développer, et depuis 2 ans, effectivement, qu'on a mis, on a mis en place ce serious game, en fait, les gens viennent d'abord se sensibiliser. C'est la première étape, après de passer effectivement l'étape de la formation sur plusieurs jours, où à la fin, bien sûr, il y a cette étape de certification. Moi, le serious game que je vous présentais, en fait, on n'a pas du tout développé. On était allé chercher effectivement chez les Anglais. Donc ça s'appelle le Apollo 13, l'expérience ITSM. Voilà, le monde ITSM, ça parle pour tout le monde. ITSM, IT Service Management, gestion des services IT.
Et donc on est dans l'approche processus, on n'est plus du tout dans la partie gestion de projet, on est dans la mise en place de processus basés sur ce qu'on retrouve bien sûr dans ITIL, puisque historiquement le jeu, le Serious Game, est né à partir de la mise en place des différents processus ITIL, qui aujourd'hui s'appliqueraient tout aussi bien à la mise en place ou une démarche, une sensibilisation sur les processus autour d'ISO 20000, puisque vous savez très bien comme moi que les deux sont très liés. Donc, juste pour revenir par rapport effectivement à ce que disait Loïc tout à l'heure, donc nous on est vraiment dans le jeu un peu multimodal, et puis par contre 100% présentiel. Voilà, donc c'est pour faire effectivement le lien avec les différentes catégories que vous avez présentées tout à l'heure Loïc. Apollo 13, vous savez à quoi ça fait référence? La Lune. Ça fait référence exactement à la Lune. Alors la mission Apollo 11, tout le monde la connaît. Apollo 13, on s'en souvient un tout petit peu moins. Apollo 11, c'était la mission qui a conduit les Américains sur la Lune. Le premier homme qui marche sur la Lune. Donc ça fait partie, Apollo 13 fait partie bien sûr du programme spatial américain dans les années 60-70. Et donc c'est revivre bien sûr toute cette, cette mission. Donc c'était effectivement une mission lunaire habitée, et trois astronautes qui partent sur la Lune, avec bien sûr pour mission d'aller sur la Lune, de mener des expérimentations, ramener des roches, etc. Et puis au cours de cette mission, en 1970, il y a eu un problème, et donc là, bien sûr, tout le monde s'en souvient, c'était le fameux Houston, nous avons eu un problème. Et puis, la mission a été quelque part stoppée net. Le problème, en fait, c'était un problème d'explosion du réservoir d'oxygène qui a complètement endommagé la navette. Et après, l'équipe au sol, donc le centre de contrôle à Houston, n'avait qu'un seul objectif, ramener l'équipage vivant sur Terre. Et donc c'est au travers de cette aventure qu'on va permettre à l'ensemble des stagiaires de découvrir l'importance de la coordination, de la cohésion d'équipe, de la mise en place de processus clairs, de la mise en place d'objectifs définis, clairs, de la mise en place de méthodes de résolution de problèmes. Donc c'est un jeu qui a été développé effectivement il y a quelques années, donc je disais par deux Anglais, Ian Schilt et puis Paul Wilkinson. Donc Paul Wilkinson qui également s'est illustré au travers d'autres jeux, notamment des jeux de cartes sur les mauvaises pratiques de mise en place des processus ITIL dans les organisations. Le principe, ce sont les stagiaires qui jouent, d'accord, on est dans le serious game, on est bien dans... donc ce sont les personnes qui viennent apprendre, qui sont mises en situation, donc on est un peu effectivement dans, également dans le jeu de simulation, puisque l'idée c'est d'organiser en fait avec l'ensemble des stagiaires, de recréer complètement le centre de contrôle de Houston. Donc ça c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est que c'est un jeu collectif. D'accord. On a vu là, comment on montrait effectivement tout à l'heure, que sur la gestion de projet, on peut jouer à plusieurs, on peut jouer aussi tout seul. Là, c'est un jeu où on ne peut pas jouer tout seul. On est vraiment dans le collectif, dans le partage, parce que ça a aussi pour intérêt de créer une certaine cohésion au niveau des différentes équipes. Et puis, troisième principe, on joue en temps réel. Alors, vous allez me dire, on joue en temps réel, la mission, elle a duré... La mission Apollo 13, au final, toute l'aventure Apollo 13, elle a duré 5 jours. Bien sûr, on vit en temps réel sur une échelle de temps beaucoup plus rapprochée, mais en fait, on vit différentes séquences. Et ce que vivent les stagiaires, ils le vivent au temps réel. C'est-à-dire que quand il va se produire effectivement ce fameux problème, ça se produit à un moment du jeu, dans une des phases du jeu. Et donc, c'est collectivement qu'il va falloir commencer en fonction des processus qui ont été définis, d'essayer de mettre en place des solutions pour voir comment on va pouvoir faire pour ramener les différents, tout l'équipage sur. Donc ça, ce sont vraiment les grands principes du jeu Apollo 13.
À qui ça s'adresse? Donc effectivement, on va aborder, donc en termes de, effectivement, en termes de notions qui sont abordées dans le jeu, eh bien, on va apporter toute cette notion de rôle et de responsabilité. Donc à chacun des stagiaires, en fait, ils vont avoir un ou plusieurs rôles, ça va dépendre bien sûr un petit peu du nombre de joueurs. On évite bien sûr de donner au directeur informatique qui vient jouer avec ses équipes le rôle de directeur de vol. Sinon c'est un petit peu, alors on est plutôt au centre de service, c'est-à-dire à celui qui va, qui va être en contact avec la navette spatiale, pour qu'il puisse aussi lui sentir ce que vivent ses équipes au quotidien lorsqu'ils sont confrontés comme ça à la, comment dirais-je, à la communication à la fois vis-à-vis des clients, mais à la fois, donc là en l'occurrence vis-à-vis des astronautes. Donc cette notion effectivement de rôle et de responsabilité qui va être définie au départ, qui va pouvoir également évoluer au niveau, au cours du jeu. On a après bien sûr, on va avoir un certain nombre de processus isogrammiques utiles, comme je vous le disais, tout ce qui va concerner bien sûr la gestion de configuration, la gestion des changements, la gestion des incidents, la gestion des problèmes, la gestion financière, la gestion des niveaux de service, enfin, tout un tas de processus qu'on va retrouver effectivement dans Utile, qu'on va aborder au fur et à mesure du jeu. On a également tout ce qui va être méthode de résolution de problèmes, puisque au fur et à mesure du jeu, l'équipe de Houston va être confrontée à un certain nombre de problèmes, d'incidents, et il va falloir les résoudre de façon très rapide. Et puis, on termine et on revient en fait sur différentes pratiques à mettre en place, qu'on appelle pratiques de l'excellence, qui sont reprises dans un petit ouvrage que je vous parlerai juste après, qu'on distribue à la fin du jeu sous forme de goodies, comme on l'appelle. Voilà, et donc qui sont reprises. Donc c'est effectivement avoir des objectifs clairs. C'est baser notre analyse sur des faits. C'est faire s'appuyer également sur des mesures, pas simplement sur des appréciations. Être bien sûr à l'écoute du client, etc. Tout un tas bien sûr de pratiques qui nous permettent effectivement de résoudre les problèmes de façon collective. Donc en termes de cible, le jeu s'adresse bien sûr à toute personne de l'IT, sans exception. D'accord. Moi j'ai déjà déroulé le jeu avec toutes les équipes IT, donc ça peut être côté développement, comme côté production, les personnes qui sont responsables de qualité, les personnes qui sont responsables de sécurité, les DSI aussi qui viennent participer à cette sensibilisation autour des différentes notions et qui pourra également un petit peu effectivement pour créer aussi une cohésion au niveau de l'équipe. Ça se présente au niveau du jeu. Le jeu il va se présenter en différentes phases, il se présente 4 phases d'1h30. Ça c'est les parties jeu temps réel. D'accord. Donc les différentes phases, la première phase ça va être la partie on se réunit autour de la table, donc là on est vraiment autour du jeu de plateau et on va construire la navette avec différents composants qui sont définis. Donc le budget initial de construction de la navette de mémoire c'était je sais plus, c'était 200 millions de dollars, quelque chose comme ça à l'époque. Et donc là on a au départ effectivement un budget, on a un certain budget pour construire la navette. Donc il faut choisir les composants. Et on choisit les composants, donc pour les personnes qui vont être en charge, on fait souvent 2 groupes pour cette première phase, la phase de construction. Et donc on a une partie des personnes qui vont construire la navette, en fonction bien sûr des coûts des différents composants, mais également de l'information qu'on a sur les différents composants. Pour chaque composant, il existe une base de connaissances, là on revient un petit peu sur des notions informatiques, des notions IT, avec des incidents connus et des résolutions connues. Voilà. Et donc ensuite on va acheter les différents composants et construire notre navette avec ça va être un premier groupe. Deuxième groupe va travailler sur les processus, sur la mise en place des processus. C'est-à-dire que chacun, bien sûr, va avoir des rôles, et sur chacun avec différentes activités à réaliser. Et donc le deuxième groupe va commencer à construire les différents processus à mettre en place. Alors, bien sûr, à la première phase, ceux qui construisent les processus, ils ne savent pas trop quoi construire. On les aide un petit peu. Il va y avoir en gros qu'une ou 2 personnes qui vont pouvoir être en lien
avec les astronautes. Donc ça veut dire que derrière, bah, s'il se passe quelque chose, bah, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Derrière, il y a quand même une équipe de 10 personnes à faire travailler quand ça se passe pas bien, etc. Et puis bah, après, ça va se construire comme ça au fur et à mesure, en fonction de différentes phases. Première phase, c'est cette phase de construction de la navette. Deuxième phase, donc construction, et puis hop, on lance la navette. Tout se passe bien. Deuxième phase, c'est la phase de voyage vers la Lune. Pareil, tout se passe toujours bien, jusqu'au moment où nous avons le fameux Houston, nous avons eu un problème. Ensuite, troisième phase, eh bien, ça va être de préparer le voyage de retour vers la Terre. À partir du moment où on va avoir identifié le problème, de préparer le retour vers la Terre. Et dans la mission Apollo 13, en fait, ils ont quand même fait le tour de la Lune pour profiter de l'attraction gravitationnelle de la Lune, pour s'élancer et pouvoir revenir vers la Terre. Et puis, dernière phase, eh ben, c'est la rentrée dans l'atmosphère, puisqu'il y a également après d'autres soucis quand on rentre dans l'atmosphère, et l'amérissage, et le sauvetage des différents astronautes. Et donc tout ça, c'est un certain nombre d'informations qu'il va falloir prendre en compte dans les différentes phases. Alors, pendant chaque phase, les stagiaires vivent le temps réel, hein, c'est-à-dire que comme on démarre, tout se passe bien, première communication avec la navette, tout se passe bien, oui. Hop, celui qui, alors après, aujourd'hui, il y a différents rôles. On a des gestionnaires de capacité, on a ceux qui vont gérer la disponibilité, on a des experts sur différents aspects techniques. Donc tout ça, c'est réparti entre tous les stagiaires. Et donc, on voit, tiens, évolution, alors bien sûr sur l'écran de contrôle, tiens, on voit évolution du CO2. Ah, ça se rapproche du seuil maximal autorisé. Donc, l'expert technique va dire, bah, en fait, quand ça se rapproche trop près, il va regarder dans ses fiches, dans sa base de connaissances, si bien sûr il a à disposition la base de connaissances. Eh bien, il va les regarder, puis il va dire, voilà, attention, ça se rapproche trop près du seuil, donc il faudrait faire ça, il faut purger tel système, tel autre système, etc. Et donc, du coup, il va être obligé de communiquer avec les personnes, les seules personnes qui peuvent communiquer avec les astronautes pour donner ces instructions aux différents astronautes. Et donc, voilà, et donc c'est comme ça que le jeu se passe. Entre ces différentes phases, en fait, il y a un certain nombre de choses prévues à la fois en termes d'incidents, puis après en termes de choses à mettre en place, donc des changements un peu dans ce qu'on retrouve dans le système par rapport au système d'information, et la notion de changement également qu'on aborde pendant ce jeu. Eh bien, on a des interphases, et ces interphases, elles durent à peu près entre 20 et 30 minutes, et ça nous permet, de faire le point sur ce qui vient de se passer, donc à la fois qualitativement, c'est-à-dire se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé pendant la phase précédente, comment vous avez fonctionné entre vous, est-ce que les échanges ont lieu en comment dirais-je, en temps et en heure par rapport à ce qui était prévu, etc. Donc, il y a ça. Donc ensuite, derrière, on décide en fonction de ce qui a été identifié, eh bien, de mettre en place un certain nombre d'actions correctives. Donc, on réapplique, bien sûr, on modifie pendant cette interface les processus qu'on a pu mettre en place. Et puis, également, ça nous permet pendant cette interface, eh bien, d'aborder un certain nombre de notions, donc de sensibiliser les gens, notamment au vocabulaire, autour de la gestion des services. Donc, de revenir sur ce qu'est, j'en ai fait une petite introduction avant, de revenir bien sûr sur les processus tels qu'ils sont décrits dans Zocouille ou dans Unity. D'un point de vue pratique, donc c'est souvent bien sûr un jeu qui se déroule sur une journée. La plupart du temps, ça se déroule sur une journée. C'est une journée quand même assez, intensive. Entre les différentes phases, les interphases, la pause déjeuner, la petite pause, etc. Donc, ça fait quand même des grosses journées. On peut jouer bien sûr sur 2 jours, ça s'est déjà produit. Ça permet, au travers de ce Serious Game, d'aller plus loin dans l'approfondissement sur les différentes notions autour de la gestion des services informatiques. Donc, il y a, comme je vous disais, les stagiaires qui représentent en fait
le centre de contrôle à Houston, avec différents rôles, différentes responsabilités. L'équipe, on joue à partir de 8 joueurs, et on peut y jouer jusqu'à 18. Le bon, comment dirais-je, pour l'avoir déjà fait plusieurs fois, on va dire le bon nombre de stagiaires, c'est entre 12 et 15. Voilà, comme ça, les rôles sont bien répartis. Et, comment dirais-je, il y a une bonne émulation, une bonne participation de tout le monde. L'animateur, donc on peut être un ou deux animateurs, après ça dépend un peu des objectifs qui sont poursuivis par la société qui fait appel et qui souhaite mettre en place ce jeu. Mais l'animateur, en fait, il a le rôle de meneur de jeu. Il a le rôle de jouer les astronautes, quelque part. C'est lui qui donne la communication. C'est lui, à un moment donné, qui va dire attention, on a un incident, il y a une jauge qui ne va pas bien dans la navette, etc. Donc, je ne communique qu'avec bien sûr une seule partie des équipes. Et puis, il a aussi un autre rôle, c'est le rôle d'être un fournisseur expert. Parce qu'au départ, comme je vous l'ai dit, les gens doivent construire leur navette. Et donc ça, ils le font. Ils vont choisir en fait différentes pièces en fonction, bien sûr, ça, parce que tout a un coût, en fonction également des informations qui sont dans leur base de connaissances. En fait, quand les informations ne sont pas dans leur base de connaissances, eh bien, se retournent vers leur fournisseur expert. Et donc là, le meneur de jeu joue le fournisseur expert. Et quand il va être sollicité, eh bien, va donner, bien sûr, son expertise. Et cette expertise, elle a un coût. Et derrière, eh bien, il va y avoir une gestion budgétaire à faire. Et donc, il va y avoir des choix, des arbitrages à faire en fonction de ce qui va être pris en compte et décidé. Donc après, une salle comme celle d'aujourd'hui, voilà, suffit largement à jouer, un vidéoprojecteur, des enceintes. Dans un endroit de la salle, on met la pause café. À un autre endroit, on a prévu les casse-croûtes parce que midi, on n'a pas le temps de manger, on joue. Donc, voilà. On n'a pas le temps d'aller au restaurant pendant un bon moment. Un ou deux paperboards. Enfin, voilà, tout ça, c'est l'équipement dont on a besoin. Alors, bien sûr, il y a une palette de jeu avec toutes les cartes, avec les livrets, avec des pliants, etc. Moi, je n'ai pas la palette, je ne peux pas vous la montrer ce soir. C'est un de mes collègues qui l'a dans le sud de la France. Mais voilà, en termes de modalités pratiques, en termes de jeu, en termes de découverte. Est-ce que vous avez des questions sur le mode de fonctionnement du jeu? Non, ça va? Ça paraît clair? Vous avez tous envie de jouer? On va certifier après on a quel niveau de certification utile à la fin? Ah, alors ça rentre dans la partie sensibilisation. Donc après, derrière, il n'y a pas de certification. Voilà. Alors, par contre, à la fin du jeu, en termes de ce que j'appelle un petit peu les goodies, hein, eh ben on peut avoir l'écusson Apollo 13, par exemple. Voilà, comme quoi on a participé à la mission Apollo 13. Hein. On peut avoir sa photo. Sur le CV, on met Apollo 13, voilà, tout à fait. On peut avoir, effectivement, on fait aussi, parce que ça, c'est aussi, on est quand même dans le côté ludique, on est quand même dans le côté, bien sûr, apprentissage collectif. Donc, on peut aussi, bien sûr, faire une photo collective avec des mises en situation. Et puis, on a également un autre, alors ça, je vais l'année, comme ça vous allez pouvoir regarder ce que c'est, la reprise du jeu au travers d'une bande dessinée qui a été éditée par les éditeurs belges, qui s'appelle Les Chemins de l'Excellence. On peut retrouver les 12 pratiques à la fin de l'excellence, et qui reprend en fait l'histoire Apollo 13 et les différentes phases du jeu. Le jeu, on peut l'acheter séparément, comment ça se présente? Alors, le jeu, il faut s'adresser à l'éditeur aujourd'hui. Il le vend pardon? Il le vend séparément Non, alors le jeu se vend. Ou c'est vend pas. Il y a des royalties, voilà, exactement. Voilà. Le jeu en soi, effectivement, ne se vend. Comment? Donc là, j'ai ça, j'ai aussi une petite plaquette donc, sur ce que je viens de vous dire, et puis voilà, puis aussi notre approche autour de ce jeu et de sa mise en place. Alors en termes de bénéfices, de gains pour quand on vit cette journée, cette expérience Apollo 13 tous ensemble, qu'est-ce qu'en retiennent effectivement les différents stagiaires
qui viennent participer à ce jeu, bah, d'abord c'est un certain nombre de vocabulaire commun. D'accord? On a abordé un certain nombre de notions, c'est un peu comme si on suivait une sensibilisation utile sans avoir des slides. D'accord? Donc, comment? Mais par contre, quand tout le monde repart, bah voilà, tout le monde a vécu une situation en commun, et puis on a partagé un certain nombre de vocabulaire. De vocabulaire relativement simple. Qu'est-ce que c'est qu'un incident? Qu'est-ce que c'est qu'un problème? Qu'est-ce que c'est qu'un changement? Qu'est-ce que c'est qu'un élément de configuration? Et on a vu concrètement à quoi ça ressemblait, à travers les différentes cartes qu'on avait gérées. Qu'est-ce que c'est qu'une base de connaissances? Voilà, donc tout ça, c'est un premier niveau d'information. Et puis ça va aider également en jouant avec ces notions-là pendant toute la journée. Elles sont présentées au début, elles sont rappelées à différentes phases du jeu. Ça va aider à la mémorisation de l'ensemble de ces informations et de ces notions. Après, on voit également, et là, comment dirais-je, tout l'intérêt pour les stagiaires, voir en sortant de cette journée, tout l'intérêt de mettre en place des processus pour bien fonctionner ensemble, l'intérêt de mettre en place des processus où chacune des, comment dirais-je, des entités là, va avoir un rôle à jouer et des responsabilités. Alors à la fois, bien sûr, en termes de fonctionnement, mais également les liens qu'il peut y avoir entre les différents processus. Bien sûr, ça aide aussi, bien sûr, à faire ce qu'on appelle le team building, hein, de la cohésion d'équipe, puisque tout le monde va participer ensemble. Et puis, on l'a également utilisé, comme je vous disais, avec à la fois en interne au sein du DSI, parce que la volonté du DSI commençait bien sûr à sensibiliser ce personnel à la mise en place de processus. Donc c'est progressivement pour insuffler une sorte de changement de culture au sein de la direction informatique. Mais c'est également un changement de culture de l'informatique vis-à-vis de ses clients lorsque les clients sont intégrés dans le jeu. Voilà sur les différents bénéfices. Et les prérequis pour l'animateur? Formation avant? Ah bah oui, formation avant, de bien connaître son sujet, parce qu'on ne peut pas se permettre comme ça en cours de jeu. Alors comme on vit en temps réel, il faut savoir que le formateur vit aussi en temps réel, et donc comme il joue plusieurs rôles, voilà, il faut quand même bien effectivement connaître son support pour pouvoir animer le jeu. Et puis le déroulement, les phases, les différentes... Des questions? D'autres questions? On va bien les jouer, mais... Ça dure combien de temps le jeu? Ça va, alors, je disais effectivement, ça peut varier. Normalement, c'est une journée. Souvent, effectivement, on déroule le jeu sur une journée. Sur une journée, ce que je veux, c'est une journée quand même très intensive. D'accord? Parce qu'on fait 4 phases d'1h30 en temps réel, plus, donc ça fait 6 heures, plus après les interphases qui durent en quand même une trentaine de minutes. Donc voilà, puis après, c'est quand même une bonne Tu vas me distribuer ça aussi? Hein? J'ai eu dedans. Voilà. Mais après, on peut le faire aussi. On l'a déjà fait également sur 2 jours, mais après, c'est parce qu'au niveau de la DSI, il souhaite aller plus loin dans l'approfondissement des différentes notions. En fait, on couple à la fois le jeu Serious Game avec ce qu'on fait également dans un autre registre, une sensibilisation utile sur le jeu. On a couplé les deux et on fait un package complet sur 2 jours. Alors, situation juste comme ça, pour terminer, situation amusante. Hein. Le matin, construction de la navette, comme je vous ai dit. L'autre groupe construit les processus. Sauf que l'autre groupe construit les processus, après, il faut qu'ils aillent les expliquer à ceux qui vont avoir besoin, bien sûr, de les utiliser, des différentes activités qu'ils vont avoir à faire dessus. Deuxième phase, là, le voyage vers la Lune, et là, paf, Houston, nous avons un problème, et là, généralement, qu'est-ce qui se passe? Ça court dans tous les sens. On ne sait plus qui fait quoi, qui a quoi comme responsabilité. Tout le monde s'adresse au meneur de jeu, et donc là, c'est là où le meneur de jeu dit « Moi, je ne vous écoute pas. Moi, la seule personne qui peut me parler, en fait, puisque, c'est l'équipe communication, entre guillemets, le centre de service, au sens informatique, qui communique avec moi. »
Donc c'est la panique générale. Ensuite, interface, révision des processus. Souvent, ce qui se passe, c'est là où un petit peu, prenons bien sûr un peu de recul, et bien, on rigole. On a disposé les tas de certaines façons, avec des pôles de compétences, avec chacun son rôle, chacun sa place, etc. Et souvent, ce qui se passe, tout le monde réunit toutes les tables et se dit, si on crée une grande table et qu'on est tous ensemble autour de la table, ça va mieux fonctionner. Voilà. Et la phase de jeu suivante, ça ne se passe pas forcément mieux. Et donc après, il faut bien sûr aller leur expliquer que c'est pas parce qu'en fait, ils sont tous dans la même salle, tous autour de la table, que ça se passe forcément mieux. C'est plus en fait simplement, une fois qu'on a écrit ces différents processus, de les appliquer, parce que la plupart du temps, bien sûr, dans les premières phases du jeu, ils les appliquent pas, de les appliquer, de les mettre, comment dirais-je, de suivre, bien sûr, l'ensemble des informations. Et puis après, si ça ne fonctionne pas, en fait, décide d'améliorer les processus. Voilà. Alors, on peut améliorer, bien sûr, les modes de communication entre les différentes équipes. Ça, c'est une chose, en se rapprochant, si on veut, etc. Mais que ce n'est pas, bien sûr, la panacée. Avez-vous des questions? Non? Pas de projet de passer en version numérique? Pas du tout. Alors, pas du tout. On reste dans le jeu, comment dirais-je, collectif, on reste dans le côté échange, cohésion d'équipe, partage, il n'y a pas effectivement dans l'immédiat de projet dans le passé. J'ai vu des serious games à la fois collaboratifs et de la mélange de simulation numérique.